Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Louis qui a réalisé 40 diagonales. Merci beaucoup Jean-Louis d'accepter de participer à ce podcast. Et une première question, Jean-Louis, bonjour, peux-tu te présenter ? Bonjour, heureux de participer à ce podcast. Je m'appelle Jean-Louis Verscheur à la française. J'ai 62 ans, je suis né à Tournai en Belgique, à 25 km de Lille. Je suis comptable de formation, je travaille à la Société nationale des chemins de fer belge et cela fait 45 ans que je pratique le cyclotourisme de manière pas très assidue au début, mais après j'ai pris goût et voilà, disons que depuis l'âge de 30 ans, j'aime vraiment rouler à vélo, c'est ma passion. Et je serai bientôt à la retraite, dans 2 mois et demi, donc peut-être aurai-je encore l'occasion de rouler un peu plus. J'en suis convaincu, merci Jean-Louis. Peux-tu nous parler de ta première diagonale ? Alors, la première diagonale, c'était en 2002, Dunkerque-Perpignan. Je l'ai roulé avec mon compagnon le plus fidèle dans les diagonales, qui est Pierre Vlominck, un voisin. Il habite également ici à Tournai. Et nous sommes partis un lundi de Pentecôte de mois de mai, et nous avons eu un temps épouvantable dans le Massif central. Et à l'époque, en 2002, nous n'avions pas les équipements vestimentaires actuels, aussi sophistiqués que maintenant. Ce qui fait que le 3e jour, nous étions complètement noyés, entre guillemets, et nous avons eu la chance à l'époque d'avoir une responsable d'un hôtel qui nous a vraiment aidé en mettant tout notre linge au séchoir, et le lendemain nous repartions secs, ce qui nous a sauvé notre diagonale, parce que peut-être aurions dû écourter cette première expérience, et fort de cela, nous avons eu directement envie d'en faire d'autres. Voilà, c'était une expérience pas facile, mais qui ne nous a pas découragés, que du contraire, qui nous a vraiment motivés pour la suite. Alors justement, pour en faire 40, tu en faisais une par an après ? Comment tu as fait pour en faire 40 diagonales ? C'était plus qu'une par an. Il y a eu des enchaînements parfois. Donc l'année suivante, je pense qu'en 2003, c'était 2 diagonales. Puis il y a eu des années avec 4. C'était par groupe de 2. On enchaînait par exemple Dunkerque, Menton, Hendaye ou Strasbourg, Perpignan, Brest, de manière à éviter les déplacements, parce que il fallait quand même aller au départ, et même si c'est en train, ce qui est relativement reposant, ça demande quand même pas mal d'organisation, et donc on essayait d'enchaîner les diagonales pour éviter les déplacements. Il y a eu également un triangle, si ma mémoire est bonne, donc c'était 3-4 par an pendant quelques années, et ce qui fait que finalement sur 18 ans, je pense, un peu moins, sur 15 ans, il y en a eu 40, oui, voilà. Merci. Et un triangle, tu avais fait quoi comme triangle ? Alors c'était Dunkerque, Menton, Hendaye, Dunkerque. Un excellent souvenir aussi, parce que c'était le premier jour, c'était le début de la canicule, 35 degrés pendant 10 jours, donc on n'a pas eu froid, ça je dois dire que c'était amusant, oui. Si je me réfère aux dernières diagonales, parle-nous de ton vélo que tu avais optimisé. Alors, vélo de diagonaliste, au départ, c'était un vélo cadre acier, les tubes Reynolds, c'était la mode à l'époque, et donc sur lequel j'avais fait braser des attaches pour souder les porte-bagages. Et ce vélo, je l'ai utilisé pour une première série de diagonales, et je souffrais un peu des cervicales avec ce vélo. Et je ne savais pas à l'époque que c'était dû sans doute à la rigidité du cadre, parce que par la suite, j'ai eu un vélo avec une fourche carbone, et là, les douleurs cervicales ont disparu comme par enchantement, alors que la position, a priori, sur le vélo me semblait être la même. Donc c'était vraiment le confort de cette fourche carbone qui a permis d'améliorer la situation, d'éviter ces douleurs. Et donc sur ce cadre alu fourche carbone, là il n'y avait plus de porte-bagages brasés, donc j'avais un porte-bagages suspendu sur le tube de selle, les porte-bagages Topec là suspendus, mais qui au final a
cassé quand même, donc ça c'était un peu la faiblesse de ce système, hein. Je pense c'est que parfois ça cassait, et donc je me suis retrouvé avec un porte-bagages au sol. Mais coup de chance, c'était un samedi avant midi et les postes fonctionnaient encore. Nous étions pas très loin d'une poste, et donc j'ai en urgence mis tout le sac et le porte-bagages dans un colissimo. Et il fut renvoyé ici dans le Nord chez un ami qui réside en France. Et j'avais un sac à dos de réserve, ça je prenais toujours un sac à dos avec, dans lequel j'ai mis le minimum de linge nécessaire et tout le matériel nécessaire pour poursuivre la diagonale, parce qu'il restait quand même 3 jours à rouler à cette époque-là. Et donc ça a sauvé la mise, parce qu'on a renvoyé le matériel devenu inutilisable via Colissimo, et j'ai continué avec un sac à dos. Et ça s'est très bien passé finalement. Donc voilà. Et donc tout ça, on était sur le matériel pour dire que par la suite, j'ai adapté un porte-bagages fixé sur l'axe de roue arrière. Donc un porte-bagages 3 points avec des attaches qui venaient s'insérer dans le blocage rapide de la roue arrière et sur la tige sur la vis de fixation du frein arrière. Donc c'était un porte-bagages en 3 points, Topec, sur lequel je venais clipser les sacoches Topec, là, donc une sacoche haute sur le porte-bagages et puis 2 sacoches, une sacoche de part et d'autre latérale qui se déplie, dans laquelle on sait quand même mettre pas mal de choses. Plus sur ce vélo, un petit sac de guidon aussi pour avoir accès en permanence au petit ravitaillement qu'on utilise, qu'on consomme tout en roulant. Et par la suite, je suis passé au cadre full carbone. Donc ça, c'était quand même en 2012, je pense, qui est encore un confort supplémentaire quand même. Et avec le même système de porte-bagages. Donc voilà, j'ai utilisé 3 vélos finalement pour ces 40 diagonales, mais je dois dire que c'est le full carbone qui était quand même le plus confortable dans l'histoire, sans aucun doute. Et j'ai jamais eu, hormis le bris de porte-bagages, de ce porte-bagages suspendu, sinon je n'ai jamais eu d'autres problèmes mécaniques. Non, je réfléchis encore pour ne pas raconter de bêtises, mais oui, 1 ou 2 crevaisons, mais sans plus. Donc, question matérielle, en préparant bien son matériel, je pense qu'on peut quand même être à l'abri de mauvaises surprises. Et tu parlais de porte-bagages, tu préfères les sacoches sur porte-bagages aux sacoches attachées à la tige de selle? Ah oui, alors maintenant, avec le bikepacking, évidemment, on a beaucoup de sacoches, de possibilités d'attacher des sacoches avec des sangles sous la selle, mais bon, moi je suis pas trop favorable à ça parce que l'accès est quand même nettement plus difficile à ces sacs qu'un sac sur un porte-bagages. Et j'ai déjà fait la comparaison avec un ami qui avait ce genre de sac, et pendant que lui est encore en train de tout plier soigneusement de manière à pouvoir le sangler sur sa selle, moi je suis déjà prêt, j'ai déjà tout mis dans les sacs, et les fermetures éclairs sont faites et on peut rouler, quoi. Donc, et même en plein milieu de la journée, si je dois aller dans mon sac, j'ai aucun problème, alors qu'un bikepacking, il faut commencer à désangler, etc. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc je reste favorable aux sacoches sur porte-bagages. Ça, il n'y a pas de doute en ce qui me concerne à ce sujet, oui. Et question poids, je ne pense pas qu'on gagne beaucoup de poids finalement, parce que les sacs bikepacking, c'est quand même aussi assez costaud. Il faut que ce soit costaud, étanche, et donc ça pèse son poids aussi. Si je continue sur le confort, tu parlais du carbone, qu'utilisais-tu comme selle et aussi comme développement sur ton vélo? Alors la selle, j'ai commencé avec une selle en cuir, je pense, si ma mémoire est bonne. C'était les fameuses selles faites main ici dans la région. Le nom m'échappe, je pensais pouvoir m'en souvenir en disant c'est les fameuses selles, mais non, je m'en souviens plus malheureusement. Et après j'ai eu des selles Italia échancrées au milieu, là, sur conseil de mon médecin, parce qu'à un certain moment j'ai eu une bursite sciatique, ce qui est très douloureux, et lui m'a conseillé ces selles, et depuis des années c'est les selles Italia ouvertes sur le milieu. Je trouve ça très, très confortable aussi. Donc, et puis comme développement, alors j'ai commencé avec un triple plateau 52, 42, 32, et à l'arrière c'était, si ma mémoire est bonne, 13, 25 ou 27. Enfin, il y avait moins de développement qu'actuellement, donc je me souviens plus vraiment. Mais maintenant, le 52 je l'utilisais pratiquement pas, donc je suis passé à un double plateau. J'ai 48, 34
Et à l'arrière, je dois avoir 12. C'est encore un 10 vitesses, je pense, sur le vélo de diagonale. 12, 27 ou 25. 27, je pense. 12, 27, voilà. Et donc 48, 12, on peut déjà aller vite. Et 34, 27, on peut déjà monter haut. Donc ça, ce sont mes développements. Maintenant, je suis un poids léger aussi, 61 kg. Donc j'ai sans doute, j'ai pas besoin de trop petits développements en montagne, ce qui explique ces braquets, mais d'une personne à l'autre, puis des personnes souhaitent pousser plus grand, plus petit, etc. Donc ça, c'est difficile à conseiller en ce domaine, c'est à chacun de se tester dans les différentes situations pour trouver le bon braquet. Et toujours élément de confort, ta section de pneus. Ben maintenant, ce sont des 25, oui. Mais à l'époque, il fut une époque où c'était 23, tout le monde roulait en 23, on ne parlait pas de 25. Avec des 25, bon, il y a un peu plus. Bon, il y a le carbone aussi qui joue, donc c'est certainement que tous ces éléments, sel, carbone, pneus, ont fait qu'on va vers un meilleur confort. Mais on a roulé avec des cadres acier, des selles en cuir et des pneus de 23 gonflés à 6 ou 7 kilos. Donc voilà, ça secouait un peu plus, c'est sûr. Et ça fatiguait plus du coup, parce que le fait d'être dans un confort agréable, on fatigue moins. On a moins de courbatures. Alors justement, le choix entre poids et confort, comment tu le fais? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Oui, pour moi, le poids du vélo ne va pas forcément, si on prend un vélo plus lourd, je pense que pour les vélos, le poids du vélo, c'est une question de prix aussi après. C'est l'investissement qu'on veut faire dans le vélo. Jusqu'à un certain niveau, plus on met de l'argent dans le vélo, plus on aura un vélo confortable. Jusqu'à un certain niveau, j'entends. Après, il y a les derniers grammes coûtent très cher et n'apportent rien. Les derniers gains en grammes. Mais après, le confort dépend aussi des pneus évidemment, et il ne faut pas prendre un cadre course, il faut prendre dans les cadres carbone, il y a des cadres dont le carbone est tressé différemment pour donner plus de confort. C'est ces vélos là qu'il faut prendre évidemment. Si vous prenez un vélo de course tel que les professionnels l'utilisent, c'est tout à fait inconfortable parce que trop rigide pour nous. Donc il faut prendre des vélos de randonneurs, des vélos carbone randonneurs, ça existe chez certaines marques en tous les cas. D'accord. On parle de poids par rapport au coût, les derniers grammes coûtent très cher, mais quand on parle de poids, on va aussi parler du chargement, de choix, de qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on n'amène pas. Comment tu faisais tes choix, toi, de chargement? Ben oui, alors, comme je ne suis pas très, très lourd, 61 kilos, je ne peux pas non plus prendre trop de bagages, parce qu'il faut toujours un ratio acceptable entre les bagages et le poids du bonhomme. Et puis, j'ai pas des sacoches trop grandes, donc je dois limiter, parce que plus on a de la place, plus on serait tenté de prendre des choses. Donc, les premières expériences ont fait que j'avais établi des listes de choses à emporter. Et un peu à la fois ça s'adaptait, mais j'avais ma liste qui était préétablie, à laquelle je ne dérogeais pas, et ça doit rentrer dans les sacs dont je dispose, et donc je veillais à ne pas emporter trop de choses quand même, sachant qu'après on trouve toujours à acheter. Il faut avoir toujours dans les sacs, je dirais, une demi-journée de ravitaillement, parce que parfois le dimanche après-midi ou certains jours de semaine, dans certaines régions, les commerces sont fermés, et donc on peut être des heures sans trouver à se ravitailler. Ça nous est arrivé, donc il faut toujours quand même avoir de la réserve, de quoi faire face à une demi-journée. Et ensuite, il ne faut pas prendre trop de choses. On peut aussi faire un petit coup de lessive le soir à l'hôtel, ou pour autant qu'on ait un bon impair en cas de pluie, qu'on ait toujours un équipement de rechange au cas où, et puis du ravitaillement, comme je l'ai dit, et de quoi se dépanner au niveau mécanique, on peut y aller, quoi. Donc voilà. Rien d'inutile, non, il faut éliminer l'inutile. Il faut toujours se poser la question, est-ce que cette pièce-là, j'en ai vraiment besoin? On travaille par élimination, en fait. On prend la liste idéale, et puis on repasse en revue, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, de ça? Et parfois aussi, avec les collègues, puisque j'ai fait pas mal de diagonales, même presque toutes, en équipe de 2, 3, 4, jusqu'à 6, certaines choses, on peut aussi se les répartir. Par exemple, le pneu de réserve, il est inutile que chacun ait un pneu de réserve, parce que c'est très rare lorsqu'on va devoir remplacer un pneu. Donc, si
une ou deux personnes de l'équipe sur une équipe de 6 ont le pneu de réserve, c'est suffisant. Donc ça permet de se répartir aussi le poids dans les sacs entre tous les équipiers. Bien vu. Et combien de chambres à air par personne? Deux chambres à air et une boîte de rustine, oui. Et on n'est jamais tombé à court jusqu'à présent, on n'a jamais dû racheter, je pense, non, de mémoire, pas. Non. D'accord, donc tu n'amènes rien au cas où, mais tu amènes que des choses utiles et tu limites au maximum. Tout à fait. Si je parle des vêtements, des habits, est-ce que tu roules en clair? Est-ce que tu roules en noir? Comment tu t'équipes en termes d'habits? Oui, en clair, hein, donc, et j'ai même, enfin, mon slogan ne me revient plus, mais il faut être vu, et donc il y a des statistiques là-dessus qui montrent dans la pénombre le nombre de mètres où nous sommes visibles en fonction de la couleur des vêtements, hein, et assez bizarrement, c'est le vert clair qui est le plus visible, puis c'est le jaune, etc. Et donc, évidemment, ce sont des vêtements clairs. D'ailleurs, le club, le CC Orchies, sont des maillots rouges et blancs. Et puis mon KW est jaune, mon coupe-vent est orange, pardon. Et toujours le baudrier aussi réfléchissant pour les périodes nocturnes ou dans la pénombre ou en cas de brouillard, tout à fait. Et alors avoir aussi un double éclairage, hein, donc 2 feux rouges. Maintenant on fait des feux rouges vraiment très, très légers, faciles à emporter. Donc toujours à l'arrière, avoir le double éclairage au cas où un des deux tomberait en panne, ça c'est sûr, oui. Et éclairage avant, tu as un moyeu dynamo? Non, alors c'est toujours... Maintenant, je n'ai jamais fait des nuits complètes non plus. Donc, au début, c'était une torche, et à la fin, c'était une lampe frontale. D'abord, une petite lampe clignotante fixée sur le guidon, et une lampe frontale avec 3 piles AA, qui permet vraiment d'orienter La lampe frontale permet d'orienter le faisceau lumineux dans la direction du regard, c'est très, très pratique. On va préparer la diagonale. Une part importante, c'est la feuille de route. Comment toi, tu prépares ta feuille de route? Alors au début, les BPF, donc les sites remarquables du brevet des provinces françaises, étaient le fil conducteur. Hein. Donc sur les premières diagonales, je traçais la ligne droite entre le départ et l'arrivée, et puis je regardais sur la carte quels étaient les sites proches de cette ligne, sans pour autant ne devoir trop s'écarter, parce qu'il y a quand même le délai qui joue aussi. Et par la suite, ayant un peu épuisé les possibilités, c'était plutôt éviter les axes importants et quand même retrouver des petits patelins intéressants sur lesquels on peut s'attarder un peu, qui ont un attrait touristique particulier. Et partant de là, oui, il faut commencer à tracer, donc repérer les kilomètres, repérer les hôtels aussi, les possibilités de logement, parce que, comme je le disais, je n'ai jamais roulé de nuit, donc toutes les diagonales ont été démarrées le matin ou à midi, suivant la diagonale, et puis le soir, c'était arrêt à l'hôtel avec restaurant, et on repartait le lendemain matin. Donc il faut trouver le logement, donc il faut calculer pour arriver en fin de journée à un endroit où il y a des possibilités hôtelières. Et partant de là, on a les kilomètres, on a le découpage, et puis il faut regarder la moyenne possible. Hein, donc en général, c'était entre 20 et 22 parfois km/h de moyenne, en ajoutant une demi-heure d'arrêt pour le midi. Les autres arrêts devant être couverts par la moyenne. Donc si on s'arrête plus, il faut rouler un peu plus vite. Donc là-dessus, moi j'ai toujours été très attentif à ne pas avoir des arrêts trop longs. Parce que c'est pas vraiment sur le vélo qu'on gagne du temps, c'est à ne pas s'arrêter trop longtemps. Et donc quand les copains me connaissent, et ils me disaient que parfois j'étais assez dur là-dessus quand même, mais en fait quand on va s'arrêter, on doit déjà savoir ce que l'on va faire, parce que c'est du temps de gagner. C'est pas quand on est arrêté qu'on commence à réfléchir ce dont on a besoin. On a tout le temps de faire ça sur le vélo. Et donc, un quart d'heure avant l'arrêt, je disais à chacun, vous avez pensé à ce qu'il faut? Et puis, comme ça, quand on s'arrêtait, on savait ce qu'il fallait faire. Boulangerie, bar, épicerie, on achetait ce qu'il fallait. Et on gagne pas mal de temps. Et c'est sur les arrêts qu'on gagne du temps, en fait. Voilà. Plus là-dessus qu'en appuyant sur les pédales. Oui, après les deux aussi, hein. Parfois il faut aussi appuyer. Hein. Il y a eu des moments où si on va arriver avant
avant la fermeture de l'hôtel ou pour avoir encore un restaurant ouvert, il faut accélérer un peu. Mais néanmoins, c'est quand même dans les arrêts qu'on peut faire la différence, qu'on peut être à l'aise. Hein, si on ne s'arrête pas trop longtemps, après on est plus relax sur le vélo et c'est quand même aussi agréable. On profite plus des paysages. On peut aussi converser en étant sur le vélo, donc on peut aussi se raconter des blagues, des histoires. Donc voilà, c'est du temps de gagner si on ne s'arrête pas trop longtemps. Une étape type qui fait 280-300 km, tu pars à quelle heure le matin? En général, c'était départ 5 heures le matin. Bon, je n'ai plus tout ça en tête, mais il y a sans doute eu des jours à 4h30 si l'étape était difficile ou si nous avions le vent de face. Mais en général, l'heure idéale, c'était 5h, 5h30 le matin, le départ, effectivement, oui. Puis pour ne pas rouler trop longtemps dans l'obscurité non plus. Maintenant, c'est préférable, enfin, l'idée c'était toujours de rouler, s'il fallait rouler dans l'obscurité en fonction de l'époque de la diagonale, c'était préférable le matin que le soir. En général, le matin, il y a moins de trafic aussi, de toute façon, donc c'est mieux le matin, on a toujours préféré le matin. Mais bon, les départs très très tôt, on n'a jamais fait, c'était toujours 4h30, 5h, parfois 5h30 aussi, hein, ça dépendait de l'étape du jour. Comment tu t'entraînes avant une diagonale? Alors, mon principe, c'était toujours d'accumuler les journées à 200 km. En fait, il faut accumuler les heures de selle. Et 200 km, 200 ou plus, hein, 200 km permet quand même une bonne accumulation sur la journée. Donc, en général, avant une diagonale, il y avait une bonne douzaine de jours à 200 km ou plus, un 300 aussi. Et puis, enchaîner un week-end ou 2 jours de suite avec au moins 200 km. Il faut pouvoir enchaîner 200 km sur 2 jours et avoir un 300 dans les jambes. Avec ça, une douzaine de journées à 200 km, je crois qu'on peut quand même voir venir. L'endurance est déjà là à ce moment-là. Aguerrir le corps? Oui, c'est ça. Accumuler les heures de selle et aguerrir le corps. Et puis après les kilomètres, ça dépend un peu de la saison à laquelle on fait la diagonale aussi. Si on la fait tôt en saison, on aura forcément moins de kilomètres. Hein. La deuxième année des diagonales, on en avait fait une un lundi de Pâques qui tombait vers le 16 avril. Donc là, c'était plutôt en saison et forcément, on avait enchaîné les moins de kilomètres. Mais je crois qu'à ce moment-là, on avait enchaîné 200 sur un week-end fin mars, me semble-t-il. On avait eu des conditions météo acceptables et on avait fait 3 fois 200 sur un week-end prolongé. Ce qui était un bon entraînement aussi finalement. Hein. Donc il faut un peu adapter l'entraînement aussi en fonction de la période de diagonale. Si on veut aller être plutôt en saison, il faudra forcément un peu avoir un entraînement plus conséquent aussi au mois de mars. D'accord, toujours avant une diagonale, est-ce qu'il y a des éléments mécaniques de révision sur ton vélo auxquels tu es particulièrement attentif? Les pneus, la chaîne, enfin la transmission, les pneus et les patins de frein. Après, vérifier les roulements s'il n'y a pas de jeu, l'usure des pédales aussi, et avoir eu un entretien annuel du vélo avec les câbles de frein. Le reste, après, ça doit tenir normalement. Si on a un vélo qui est en ordre, il n'y a pas de raison. Si on a vérifié tout cela, en principe, on peut partir l'esprit tranquille. Tu as fait 40 diagonales. Quelles sont tes motivations pour faire des diagonales? Il y en a plusieurs. Alors la première motivation qui m'a fait mettre le pied dans les cale-pieds, c'était le livre d'un ami maintenant malheureusement décédé, Michel Laloux, un Belge de la région de Mons, qui avait écrit le livre Les Diagonales de France, l'aventure sur le pas de la porte. Et ça m'avait fait réfléchir. Je me disais, tiens, il y a sans doute moyen de faire des trucs intéressants au départ de chez soi ou proche de chez soi, puisqu'en tournée étant proche de la frontière française, Diagonale de France, ça devait être pas loin l'aventure. Et donc ça m'a déjà fait rêver. Puis j'étais déjà à l'époque partisan des longues distances. J'avais quand même fait Paris-Brest-Paris en 1987 et déjà quelques années de BRM aussi. Donc les longues distances, les journées de vélo m'intéressaient et je me suis dit ça doit être un truc intéressant, partir de chez soi et se retrouver sur la Côte d'Azur ou dans le sud en 4 jours et demi, 5 jours de vélo, c'est fabuleux. Avec toutes les régions, paysages variés que l'on peut visiter, ça doit être phénoménal. Et donc ça m'avait vraiment motivé pour
pour partir en diagonale. Et puis au fil du temps, j'ai découvert qu'il y avait aussi la convivialité de rouler avec des amis pour partager ces bons moments, les soirs au restaurant, les efforts en commun, les rigolades, tout ça, c'était un ensemble. Donc il y a aussi l'aspect effort physique, le défi, il y a un challenge quand même là-dedans, puisque c'est réalisé un certain nombre de kilomètres dans un délai imparti, en faisant face aux difficultés du relief, les conditions météo, etc. Donc tout ça fait qu'il y a un stress qui se met quand même pour réussir ce défi. Et donc il y a la satisfaction après de l'avoir réussi qui est aussi un moment important. Et donc tous ces aspects, la satisfaction de la réussite, le challenge, la convivialité de rouler en groupe, de partager ces moments avec des amis, les paysages, l'aspect géographique aussi, tracer les parcours, tout ça, ça fait lire les cartes, ça fait lire les guides pour voir où on va passer, ça fait rencontrer des gens aussi, tout ça fait que au fil du temps, les diagonales, c'était de plus en plus motivant d'en faire. C'est pourquoi j'ai fait une première série de 9, puis j'ai fait dans l'autre sens, et puis j'ai recommencé le tout parce que ça m'amusait vraiment, voilà. Tu as fait une diagonale tout seul, les autres tu les as fait accompagner, et tu as emmené beaucoup de néo-diagonalistes, de nouveaux diagonalistes avec toi. Oui, alors j'ai eu 19 compagnons de route différents. Il y en a avec qui c'était de fidèles compagnons, donc il y a Pierre Vlomin, que c'est 13 diagonales avec lui, oui. Jacques Tailly aussi, 14 diagonales avec Jacques. Christian Théron, une douzaine je pense, puis d'autres 5 ou 6 diagonales. Puis il y en a quelques-uns qui se sont contentés d'une seule expérience parce que c'était pas leur truc, ils étaient contents de l'avoir fait mais ils voulaient pas en refaire, donc voilà, ou l'occasion ne s'est pas représentée de faire avec eux, mais chaque fois, oui, il y avait des néophytes, donc il y a certainement 7 ou 8 gars là-dedans, peut-être même plus, qui n'avaient jamais fait de diagonale et qui ont renouvelé l'expérience parce que ça leur a plu. Et chaque fois, de ces 19 compagnons, tous ont réussi leur diagonale et nous sommes toujours restés ensemble, nous avons roulé ensemble comme le prévoit le règlement des diagonales. Ça, si on lit le règlement, c'est prévu qu'en équipe on doit rester ensemble. Et donc ça, on a toujours réussi à faire aussi. Et voilà, je pense que c'était des expériences intéressantes, chaque fois des échanges. Et pour moi, ça l'était en tous les cas. Et personne ne m'a jamais dit qu'il avait regretté d'être parti en diagonale avec moi maintenant. Donc des expériences intéressantes qu'il faut coucher sur papier après une diagonale, il faut faire le récit, le compte-rendu. Ça représente quelque chose d'important pour toi ? Ça permet de figer les souvenirs et puis aussi de donner peut-être l'envie à ceux qui découvriront ces récits d'à leur tour partir en diagonale, ce qui fut aussi un peu mon cas, puisque le livre en question de Michel Laloux, Diagonale de France, l'aventure sur le pas de la porte, au final c'était quoi ? C'était la compilation de ces récits de 9 diagonales. Donc après il y avait forcément une introduction et puis un peu de conclusion dans tout ça, mais il a rassemblé dans ce livre les 9 récits de diagonale, et donc à la lecture de cela, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Donc déjà ça, si notre récit peut donner l'envie à d'autres de nous emboîter le pas, c'est déjà une bonne chose. Et puis pour nous-mêmes, enfin ce qui me concerne, moi ça m'arrive fréquemment en hiver de reprendre un récit, puisque je les ai tous sur fichier informatique, et quand je suis dans le train pour me rendre au travail ou même chez moi, je fouille dans les dossiers, je reprends un récit ou un diaporama des diagonales et ça me permet de revivre cela, et c'est vraiment chouette, quoi. Donc ce serait dommage de ne pas figer ça dans des textes. Quand on a fait 40 diagonales, plusieurs Paris-Brest, quels sont tes prochains projets, tes défis pour l'année à venir ? Ici, avec le club d'Orchy, on a un projet de faire une diagonale en groupe, donc c'est lancé. Donc ça, c'est pour le mois de mai normalement, j'espère. Et si nous sommes en trop grand nombre, il y aura plusieurs groupes, donc plusieurs départs. Et ça, ce serait chouette aussi de vivre ça en club, puisque finalement, ça fait quand même une dizaine d'années que je n'ai plus eu l'occasion de faire une diagonale avec un grand groupe, puisque j'ai eu, je crois, 3 ou 4 diagonales en groupe de 6, nous étions 6.
ce qui est un peu plus compliqué, non, mais on doit un peu s'adapter à 6 personnes plutôt que 2 ou 3. Donc voilà, ça, c'est encore une autre... on doit s'adapter, on doit se synchroniser à 6, je vais dire, donc c'est encore un autre exercice. Et ça m'intéresserait de faire cela, oui, ça c'est le projet. Et puis au niveau belge, il y a aussi des diagonales, et donc j'ai aussi un projet de triangle de diagonale en Belgique avec un copain là qui voudrait finir une série. Et donc là, le diagonale belge, maintenant, si on fait un triangle, c'est 700 km. Donc voilà, c'est pas encore une diagonale française, mais c'est chouette quand même. Ça permet de vivre 2 jours et demi, 3 jours aussi en équipe. Et puis voilà, sans doute encore des BRM aussi. Donc voilà, ça c'est les projets futurs pour l'année 2023. Comme je le dis 2024, pardon. Comme je le dis toujours, il faut vivre de projets. On peut aussi vivre de souvenirs, mais si on veut se motiver pour continuer, il faut aussi vivre de projets. Et donc chaque année, on essaye de se projeter sur l'année suivante avec des ambitions, et puis on partage aussi les projets. Tiens, moi je ferais bien ça, je viendrai avec toi, et moi je vais faire ça, j'irai peut-être avec toi. Et donc voilà, comme ça, le programme se définit au fil des mois d'hiver. Alors quand on parle de projets et de souvenirs, tu vas participer au projet d'envergure des 18 diagonales consécutives. Quels souvenirs tu en as? Ouais, ça c'était vraiment chouette parce que il y avait une balise de géolocalisation qui était remise, c'était un peu le témoin de notre relais, puisque ça s'est fait en relais, et le but n'était pas d'aller le plus vite possible, il faut bien s'entendre, le but était de se donner le témoin dans la dernière heure du délai. Donc quelqu'un qui arrivait 5 heures à l'avance, il devait attendre la dernière heure du délai pour filer le témoin à l'équipe suivante, qui, elle, partait aussi dans la première heure du délai prévu. Sinon, si on ne respectait pas ce principe, au final, on aurait peut-être eu 2 jours d'avance. Et sachant que toutes les équipes s'étaient préparées avec réservation d'hôtel, etc., on ne pouvait pas non plus décaler les diagonales. Il fallait respecter ce principe de enchaîner dans l'heure de fin pour les uns, de début pour les autres. Et donc, il y avait ça. La balise servait de relais, plus un carnet spécial diagonal qui devait être pointé, mais ça, c'est un détail. Et donc, cette balise, elle était active, forcément, on la suivait sur Internet, ce qui permettait aux gens intéressés de voir en permanence où se trouvaient les participants de l'équipe active à ce moment-là. Et cette balise, elle a fonctionné pendant, je pense, 68 jours, puisque les 18 diagonales ont demandé, si on accumule tous les temps prévus, je pense que c'était une histoire de 67 ou 68 jours. Donc, pendant 68 jours, la balise, sauf la nuit évidemment, mais sinon, la balise était active, et les gens pouvaient suivre ça, l'équipe se trouve là, etc. Et ça, c'était vraiment chouette, outre l'aspect de respecter cette synchronisation aussi, le fait qu'il y ait une balise quelque part, et puis qu'il y ait des commentaires, parce qu'il n'y avait pas Facebook à l'époque, c'était en 2011, je pense. Mais il y avait le site internet du club dans lequel il y avait les commentaires qui étaient retranscrits. Donc chacun téléphonait, envoyait des messages, etc. à Christian, qui était le coordinateur, et qui retranscrivait ça sur le site internet du club. Et donc les gens suivaient les événements sur le site internet et en direct avec la balise. Donc c'était vraiment chouette. C'était un chouette moment d'animation pour le club, et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu un relais au niveau, je vais dire, même du site des diagonalistes, parce que je pense qu'ils n'avaient pas compris que le but n'était pas de faire une performance, mais simplement de créer une animation avec un relais qui respectait le délai, sans plus. Il n'y avait pas d'idée de performer. De toute façon, il me semble que la performance n'est pas mise en avant dans une diagonale. Tout à fait. La publication des temps réalisés n'est pas prévue et n'est d'ailleurs pas autorisée. Autorisée après en vélo, on n'est pas vraiment dans l'interdiction lorsqu'il s'agit d'activités de loisirs et de cyclotourisme, mais personne ne publie les temps réalisés, c'est pas le but. Mais maintenant, en parler est quand même nécessaire pour faire connaître, et ça peut-être n'en parle-t-on pas assez, de simplement mettre en évidence de beaux récits. Il ne faut pas forcément toujours des choses, je vais dire, trop compliquées ou des mésaventures.
certes, il y a des mésaventures, mais les diagonales sont souvent faites de belles aventures aussi. C'est celle-là qu'il faut raconter pour donner l'envie. Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir partagé ton expérience, notamment sur toutes tes longues distances. As-tu encore un élément à ajouter? Oui, je pourrais encore dire, enfin, on n'en finirait pas, mais des bons moments, justement, je parlais de moments agréables. On rencontre des gens très intéressants en diagonale. On dit parfois que les automobilistes ne sont pas respectueux des cyclistes, etc. Certes, cela arrive, mais on rencontre beaucoup de gens très, très intéressés, très respectueux de ce que on fait sur le vélo. Et je me souviens comme ça, notamment d'une dame, nous faisions, je pense, Brest-Strasbourg, et on s'arrête en Bretagne, et nous sommes sur une place là, et puis il y a une dame qui nous demande ce qu'on fait, on lui explique, elle dit ne bougez pas, et puis elle est rentrée dans la pâtisserie, elle est allée nous acheter pour chacun un phare breton qu'elle nous a offert, simplement pour... je pense qu'elle appréciait ce qu'on faisait. Elle nous a mis ça alors qu'on lui demandait rien. Hein, donc, et puis des gens qui offrent, qui demandent si on a besoin d'aide, etc. C'est arrivé fréquemment aussi. Ou un monsieur, on cherchait un bar ouvert pour boire un café, et puis le type dit il y en a pas, et puis le copain qui dit vous n'avez pas du café chez vous? On va venir chez vous. Ah oui, venez chez vous. Et donc le gars nous a invités à prendre le café chez lui, alors que il était pas censé le faire. Et plein de trucs comme ça, de gens qui sont prêts à nous aider par solidarité par rapport à l'effort ou à l'aventure que l'on veut mener. Donc ça, c'est vraiment chouette, ça laisse des bons souvenirs. Il y a un tas de souvenirs comme ça, hein. C'est vraiment ça que je retiens par rapport aux moments difficiles, parce que des moments difficiles, il y en a aussi eu, hein, quand une diagonale, en Daille-Dunkerque, avec 800 km de vent de face, c'est pas un petit vent, hein, puisque quand on démarre, c'était au mois d'avril, je pense, je pense vraiment que c'était au mois d'avril, c'était en même temps le départ du Tour de France à la voile, à Dunkerque. Et l'étape du Tour de France à la voile avait été annulée parce qu'il y avait trop de vent. Et nous sommes partis à vélo, et on a eu 800 km de vent de face, c'était épouvantable, mais bon, c'était le début, donc on était encore, on aurait traversé le feu, comme on dit, hein, puisqu'on était très motivés. Et donc ça, c'est pas des moments faciles, mais nous étions deux, on s'est bien relayé, on s'est bien organisé. Et après, on est heureux de l'avoir réussi. Mais bon, c'est pas ce qu'on va mettre en évidence dans l'histoire. C'est vraiment les bons moments qui... Ça reste des souvenirs qui sont bons après coup. Mais sur le moment même, on n'est pas trop content de la situation. Mais on veut passer au travers. Après, on est fier de l'avoir réussi, c'est sûr. Oui, voilà. Donc, c'est ces moments-là qui restent en mémoire. Et bon, ce sont de très beaux souvenirs, en tous les cas. Donc, je ne peux que recommander à ceux qui sont... adeptes du vélo de grande randonnée, d'une fois essayer une diagonale de France, parce que ça permet vraiment une aventure sur le pas de la porte. Merci Jean-Louis. Je reviens sur le vent de face qui est en général très détesté par les cyclistes. Comment tu gères le vent de face? Tu gardes ta vitesse lente, tu accélères pour pas perdre de temps. Moralement, comment tu fais quand tu as un gros vent de face? Oui, il faut pas trop se révolter, il faut adapter l'allure en conséquence, en se disant on arrivera plus tard, voilà, parce que si on veut garder la moyenne, on va se fatiguer, il faut pas se mettre dans le rouge, parce que derrière tout ça, il y a encore des jours sans doute. Donc oui, si c'était le final, on peut appuyer, ou en cas de force majeure, mais sinon il faut pas se révolter vraiment, il faut s'adapter, se dire qu'on prendra du retard. Hein. Je prenais l'exemple de Dunkerque-Candaille, la première étape, on est arrivé à l'hôtel, je pense, avec 2 ou 3 heures de retard, parce qu'il pleuvait en plus. Hein. Et donc on avait 2 ou 3 heures de retard. Heureusement, on a encore trouvé un restaurant chinois ouvert à 23 heures. On a su manger, ça c'était... c'est un peu ce qui nous a sans doute sauvés aussi. Et puis nous sommes allés à l'hôtel, c'était un hôtel 24 heures sur 24, un hôtel à carte, hein, donc ça aussi je ne l'ai pas expliqué, mais surtout pour les dernières étapes où on pourrait plus avoir du retard qu'au début, moi j'ai essayé de privilégier les Formule 1, première classe, enfin tout ce qui est hôtel où on peut arriver... même en pleine nuit s'il le fallait, ce qui n'a jamais été notre cas, mais 24 heures sur 24, comme ça, là il n'y a pas de stress pour l'hôtel, on pourra toujours rentrer, et puis on peut trouver aussi de quoi se restaurer, peut-être plutôt dans l'étape, sachant que après on continuera jusqu'à l'hôtel, donc il faut un peu
prévoir aussi, prévoir l'imprévu, je veux dire. Essayer de prévoir l'imprévu. Merci beaucoup encore une fois Jean-Louis. Merci également à tous les auditeurs d'avoir rejoint cet épisode, de l'avoir suivi avec nous. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, n'hésitez pas à me contacter par email à diagonaliste@gmail.com. J'ai hâte de vous retrouver lors de notre prochain numéro. Et d'ici là, je vous souhaite de belles sorties à vélo. Au revoir à tous. Au revoir Jean-Louis. Au revoir à tous. Au revoir Marc.